vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Bonsoir, c'est Cécilia Como, très heureuse de vous accompagner jusqu'à minuit. Vous le savez, Parlons-nous, c'est votre émission et toutes vos confidences sont les bienvenues durant 2 heures que nous allons partager ensemble et en direct. Venez nous raconter vos histoires de vie, vos expériences, bonnes ou moins bonnes, vos joies, vos peines, en notre compagnie et entourée de toute la communauté d'entraide formée par les auditeurs de Parlons-nous. Vous verrez que l'on n'est jamais seul. C'est Oriane Leport qui réalise cette émission ce soir. Sarah et Théo, fidèles au poste quant à eux, vous accueillent au standard de RTL au 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Et à ce propos, si vous souhaitez réagir à un témoignage et vous inviter dans la conversation, vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 ou aller sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Je me ferai l'écho de vos commentaires. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Bonsoir, ravie de vous accueillir sur RTL Natacha. Je vous écoute. Voilà, je suis vraiment très très ennuyée. Oui. Parce que j'ai un problème qui me paraît insoluble. D'accord. Je vais vous le soumettre. Oui. Voilà, je sais pas par quoi commencer, mais enfin bon, il faut bien que je débute. Alors voilà, j'ai été contactée par une petite jeune fille de 15 ans. Oui. Enfin, une jeune fille. Oui. Qui m'a dit être enceinte. Oui. Et évidemment, moi, elle me demande mon avis. C'est une petite gamine que j'ai vue grandir. D'accord. Et le gros problème, c'est qu'elle est enceinte de son frère, qui a 20 ans. D'accord. Alors, elle vient me voir en larmes. Oui. Et elle me dit, voilà, je suis très embêtée, je ne sais pas comment faire. J'ai dit, mais comment faire, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, ben voilà, j'attends un bébé, je suis très contente, je suis très contente de l'attendre, mais et je veux le garder. Oui. Ben, j'ai dit, bon d'accord, j'ai dit, mais qui est le père? Ben voilà, le problème c'est ça, c'est que tu comprends, ben c'est mon frère. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je dis, enfin, c'est pas à moi à te répondre. Oui, mais je veux pas en parler à mes parents parce que de toute façon, on a décidé de partir avec mon frère. Son frère a 20 ans. D'accord. Donc, ils ont 5 ans d'écart. Oui. Et elle me dit, oui, on a décidé de partir avec mon frère. J'ai dit, mais ça ne se fait pas. J'ai dit, vis-à-vis de la loi, tu dois pas faire une chose pareille. Oui. On n'a pas le droit de vivre avec son frère. Oui, mais nous, on veut vivre ensemble. Et puis, de toute façon, on a trouvé un moyen. Il y a un copain de mon frère qui va se marier avec moi. Comme ça, on va faire croire à mes parents que c'est lui le père. Et après, ben, je vais partir avec mon frère et on pourra vivre ensemble. Je veux ton avis. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je lui réponde? Non, alors, mais ce qui est intéressant quand même, Natacha, c'est que vous voyez que elle est venue quand même demander votre avis. Ça, c'est vraiment très intéressant. Elle est venue demander l'avis d'un adulte en qui elle a confiance. Oui, ben ça c'est sûr, parce que si elle n'avait pas confiance en moi, vous pensez, je vous dis, je les ai vus grandir, je les prenais pour goûter, d'abord son frère, puis ensuite elle, quand elle a été un peu plus grande. Et il faut dire aussi qu'ils ont eu qu'ils avaient une relation très fusionnelle tous les deux, parce que le frère était très protecteur vis-à-vis de sa sœur. Je l'ai toujours remarqué, mais enfin, pour moi, si vous voulez, je trouvais que c'était normal. Oui. Un grand frère qui protège sa sœur, qui fait très attention à elle. Bon, j'ai pas du tout, mais alors vraiment pensé qu'il pouvait se passer ça entre eux, quoi. Bien sûr. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu es sûr? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben on s'est aperçu qu'on s'aimait tous les deux et que de toute façon on voulait vivre ensemble et qu'on voulait avoir des enfants ensemble. J'ai dit, mais tu sais pas, cet enfant, tu sais pas dans quel état il va vivre. Tu sais pas comment il va naître. Est-ce qu'il va naître normal? Est-ce qu'il va naître anormal? J'ai dit, regarde les mariages consanguins entre cousins, déjà ce que ça donne. Alors entre frères et sœurs. Oui, mais ça nous est égal, même s'ils ne sont pas normaux, on s'en occupera quand même. Voilà. Elle est enceinte, elle vous a dit depuis combien de temps? Elle est enceinte de combien de temps? Comme elle est un peu ronde, elle est enceinte de 4 mois.
Donc c'est trop tard. Ouais. Et puis de toute façon, ils veulent le garder. Hein. Ça, Oui. elle est plus que sûre. Et puis elle m'a dit, alors elle voulait que j'en parle à ses parents. J'ai dit non. J'ai dit moi je peux pas en parler à tes parents. J'ai dit parce que moi tu vas me faire dire des mensonges. Maintenant que tu m'as dit la vérité, tu vas me faire dire des mensonges. Oui, mais je veux quand même ton avis parce que j'ai envie de savoir. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Je ne sais pas. Je suis complètement perdue. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle voulait savoir? Eh bien justement, j'en sais rien. Ce qu'elle voulait savoir, parce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux avoir mon avis, mais pourquoi? Elle me dit, t'as qu'à réfléchir et tu le sauras. C'est une gamine, elle a 15 ans. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle me Vous réponde? connaissez ses parents? Oui, je connais bien ses parents, mais enfin, si vous voulez, ce ne sont pas des amis intimes, ce sont des voisins. Oui. Hein, des voisins, on se parle, on se dit bonjour, bonsoir. Quand les parents étaient embêtés, ils me demandaient de faire goûter les gamins. Oui. Mais je veux dire, on ne s'est jamais vraiment fréquenté, quoi. D'accord. Donc c'est ça qui m'embête, parce que je les connais très intimement. Peut-être que je pourrais dire quelque chose, mais là, ce sont des gens... Moi, si je leur dis ça, bon, ça va me retomber dessus. Oui, non, mais là, de toute façon, vous êtes dans une position, Natacha, qui n'est pas tenable. Hein. Ah ben, exactement. Non, c'est elle vous a confié un secret qui est trop lourd pour vous. Et ben oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que alors maintenant, effectivement, vraisemblablement, elle va mener cette grossesse à son terme. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir si elle peut être accompagnée. Et ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire, Natacha. Ah ben sûrement pas. Oui. Moi, je peux pas me charger d'une enfant qui a décidé de se marier avec un copain de son frère. Et après, qui veut partir avec son frère. Oui, non, mais en plus, les raisonnements qu'elle a sont des raisonnements d'une jeune fille de 15 ans, parce que ce copain du frère, il doit avoir une vingtaine d'années comme le frère. Donc, c'est-à-dire que là, il a répondu oui, mais lui non plus doit pas très bien visualiser ce que ça veut dire. Il n'a pas encore fait sa vie. Et se faire passer pour le père d'un enfant, ça va pas tenir très longtemps, quoi. Attendez, c'est énorme. Oui, non, mais quand il rencontrera une femme, il va lui expliquer qu'il a déjà un enfant, mais c'est pas son enfant. Donc de toute façon, ça ne tiendra pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle vous a rendu dépositaire finalement de ce lourd secret. Et c'est ça qui est intéressant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vous disais, elle est quand même venue voir un adulte en qui elle a confiance pour... alors évidemment, j'allais dire la première couche de l'oignon, c'est qu'elle est venue vous dire que c'était pour partir, qu'elle était décidée, etc., vous annoncer en fait leur plan. Mais moi, je pense que derrière, en fait, sur les couches qui sont en dessous, il y a quelque chose d'intéressant. Elle est venue aussi, alors que maintenant, elle ne peut plus avorter, comme s'il y avait un peu quand même d'angoisse et d'anxiété à ce que va être la suite. Donc, je pense que votre rôle à vous, en tant qu'adulte, c'est d'entrer avec des intermédiaires dont eux, c'est le métier, Natacha. Donc eux, c'est le métier d'accompagner, de discuter avec elle, parce qu'il y a deux volets quand même dans cette histoire. Il y a elle qu'il va falloir suivre et accompagner, puis il y a quand même le frère, parce que lui, il n'a pas 15 ans, il en a 20. Oui, et puis c'est pas ça, mais le problème, c'est que si je lui conseille, ou si je prends contact, moi, avec une assistante sociale, ou avec le planning familial, je ne sais pas, je sais pas du tout, hein, mais ça va lui retomber dessus, parce qu'il va bien falloir qu'elle dise, elle va dire que le père de son enfant, c'est le copain de son frère. Oui, non, mais bien sûr, mais je pensais pas à vous laisser un peu comme ça aller chercher à la pêche des associations. Il y en a une en particulier à laquelle je pense, Natacha, qui est excellente, qui est finalement celle de l'enfance en danger, et qui, alors en termes de téléphone, c'est le 119. Alors attendez, je note. Oui, notez-le. Donc si vous voulez les appeler, vous faites le 119, vous avez des professionnels de l'autre côté, au bout du fil, qui vont finalement prendre les choses en main, d'accord ? Parce que évidemment que là, on est dans une situation extrêmement compliquée. C'est de l'inceste. Hein. Oui, mais c'est un inceste consenti. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il faut y aller en douceur, parce que le risque, c'est qu'elle le défende.
déjà, première chose. Donc finalement, qu'elle considère que la terre entière en veut à son frère, et donc elle ne s'écoute pas, elle, mais qu'elle cherche juste à le protéger lui. Je pense que ça va être aussi un de ses réflexes, parce que vous pensez bien que dans cette histoire, lui va quand même avoir des explications à donner et des comptes à rendre. Oui, mais il n'aura aucun compte à rendre puisque le copain est d'accord. Oui. Elle m'a dit tout ce qu'elle va présenter, parce qu'elle va finir par en parler à ses parents, ça va finir par se voir quand même. Oui, bien sûr. Bon, oui. Elle va présenter le copain de son frère. Elle dira jamais que c'est son frère. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Bien sûr, ça c'est ce qu'elle. C'est au départ, c'est le plan qu'ils ont écrit. Oui, elle et son frère, voilà. Mais pour l'instant, ils sont pas confrontés à l'incompréhension des parents, et il n'y a pas encore de professionnels avec une compétence et une expertise dans ce genre d'histoire qui est entrée en jeu. Et c'est là où il faut les faire entrer en jeu. Et donc, vous pouvez soit, effectivement, les appeler au téléphone, mais soit, et je trouve ça intéressant, ils offrent la possibilité qu'on leur écrive un email. Et donc, ils le lisent et ils dédient un professionnel qui, finalement, se chargera ensuite d'entrer en contact avec vous. Oui. Pour vous donner la marche à suivre. Parce que je pense que le mieux, ça serait, in fine, qu'elle puisse, alors pas pour avorter, puisqu'elle ne peut plus avorter, donc ça va moins la paniquer, mais qu'elle puisse voir quelqu'un pour en discuter. Parce que, à mon avis, Natacha, ça va pas se passer comme elle l'a prévu. Cette histoire de copain qui va se faire passer pour le père, ça va pas durer très longtemps. Donc ça va pas se passer comme ça, et je pense que c'est exactement ce que ces professionnels vont pouvoir lui expliquer, que ce plan-là, il tient pas la route. Mais est-ce que quand je vais leur téléphoner, moi, au 119, est-ce qu'il faut que je leur dise la vérité ? Ah, bien sûr. Ah, d'accord. Ah oui, Natacha, oui. Alors eux, quand vous allez les appeler ou leur écrire, vous pouvez leur écrire si c'est plus... Voilà, c'est pour ça que je vous ai donné les deux biais, parce que vous pouvez leur écrire, et donc eux lisent les messages. Et en fonction du message, dédient quelqu'un pour se mettre en contact avec vous. Voyez. Et donc là, effectivement, on est sur une particularité, c'est que elle est attachée à son frère, et que très certainement, elle va le défendre dans un premier temps. Voyez, elle va plus penser à ce qui peut lui arriver à lui que ce qui peut lui arriver à elle. Et donc, je pense que du coup, un professionnel, c'est des psychologues, va pouvoir vous répondre de manière très adaptée. Et bien sûr, sur votre mail, il s'agit de décrire exactement ce à quoi vous faites face. Mais évidemment. Oui, évidemment. Parce que de toute façon, vous pouvez pas, à ce stade-là, en fait, elle est venue... Alors moi, je trouve quand même intéressant, même si elle dit qu'elle a confondu beaucoup de choses, elle est confuse, c'est-à-dire qu'elle a confondu l'amour qu'elle a pour ce frère, qui est un amour d'attachement, d'affection filiale, et elle a confondu avec l'amour que l'on porte à ce qu'on appelle un objet d'amour extérieur. Ce chemin-là, pour elle, ne s'est pas fait. Et puis aussi, ils sont fusionnels. Donc, c'est aussi peut-être pour elle un moyen, finalement, de se lier à lui pour toujours. Vous voyez, il y a une grande confusion. Et ce qui est normal, parce qu'elle a 15 ans, et que du coup, en s'unissant au travers d'une relation charnelle et d'un enfant, parce que je pense que c'est pas... Le fait d'être enceinte et de vouloir le garder, cet enfant, il est finalement le symbole de l'amour qu'elle porte à son frère. Mais encore une fois, c'est un amour qui est extrêmement confus pour elle, parce qu'elle est toute jeune. Et je pense que c'est un moyen, en fait, pour rester à ses côtés, et qu'il reste à ses côtés à elle. Donc à partir de là, je pense que quand elle est venue vous voir, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, elle n'a pas demandé de l'aide de manière claire, au contraire, je dirais presque qu'elle a presque fait l'inverse en disant je sais ce que je veux faire, mais moi je pense qu'il ne faut pas entendre ça en réalité. Il faut entendre je ne sais pas quoi faire. Oui, on a un plan.
Mais si ce plan était aussi sûr et aussi clair dans sa tête, je ne vois pas pourquoi elle serait. Ben voilà, je ne vois pas pourquoi elle serait venue vous en parler, puisqu'après tout, elle a l'impression qu'ils ont à peu près tout verrouillé ensemble, quoi. Oui, parce qu'elle est arrivée, elle était en larmes. Voilà. Et ça, c'est l'autre indicatif, c'est-à-dire que je pense, et ça serait tout à fait normal, qu'il y a quand même une part d'elle qui comprend que là, il s'est passé quelque chose de très impactant et auquel elle va devoir faire face, et que je pense qu'elle est perdue. Alors, oui, moi, je pense qu'elle est arrivée en larmes parce qu'elle avait peur. Oui, tout à fait. Ça, elle avait peur. Oui, comme vous dites, elle est perdue. Et c'est pour ça que je pense que l'amener... je pense que votre rôle, Natacha, se terminera au moment où vous pourrez finalement la laisser, je mets des guillemets, mais entre les mains d'un professionnel. Oui, mais c'est le relais, quoi. Voilà, exactement. Vous ne pouvez absolument rien faire d'autre. D'abord, vous voyez, je reçois plein de messages SMS qui disent que c'est beaucoup trop lourd pour vous à garder. Mais oui. Vous vous rendez compte un peu, oui, mais c'est énorme. Mais c'est pour ça que de toute façon, vous ne pouvez pas rester seul avec ça sur les bras. Ah, certainement pas, c'est pour ça que je vous ai appelé. Oui, et qu'il y a des gens, qui font ça très bien, Natacha, parce que sur cette association, ils sont quand même extrêmement focalisés sur les incestes. Donc, et toutes sortes d'incestes, parce qu'effectivement, il y a des incestes qui ne sont pas... voilà, et qui ne sont pas dans la terreur. Malheureusement, il y a une espèce de sidération, de confusion dans la tête d'une jeune fille, et les choses ont l'air d'avoir été choisies par elle, et ça va être tout le travail des professionnels de lui faire comprendre ça, que elle a pas autant choisi que ce qu'elle pense, et c'est là où va s'arrêter votre rôle. Je pense que la seule petite difficulté peut-être sera effectivement de pouvoir l'amener, lui parler de ces gens et lui dire écoute, je suis entrée en contact avec des gens qui désireraient te rencontrer, etc. Et de pouvoir finalement ne pas l'effrayer, de lui dire que de toute façon c'est pour la suite, ce qui est vrai. En ça, vous ne la piégez pas du tout, et qu'ils vont l'aider pour ce qui va se passer ensuite, parce qu'ensuite. Alors, ils sont pas ils sont pas du tout dans le jugement. Je ne sais pas dans quelle mesure ils s'adresseront aux parents. J'ai aucune idée de leur. Je ne sais pas. Honnêtement, Natacha, eux sont très professionnels. Donc, je pense qu'ils prennent des décisions en fonction des cas, en fonction de l'âge. Et surtout, je pense que leur objectif premier, c'est surtout de ne pas braquer cette jeune fille. Parce que le pire pour eux serait qu'ils ne la revoient pas. Parce qu'elle, ils sont décidés à partir. Voilà, donc je pense qu'ils vont agir de sorte de l'amadouer, pour qu'elle puisse rester à leur contact et qu'ils puissent commencer avec elle un accompagnement, parce que l'idée, ça va être effectivement de l'amener à accepter ça, parce que vous voyez qu'il y a quand même une forme de déni de ce qui s'est passé. Parce que, oui, je pense aussi, parce qu'elle est très paniquée. Moi, j'ai l'impression que plus sa grossesse va avancer, et plus elle va avoir peur. Attendez, elle a que 15 ans. Absolument. Et puis ils sont déjà entrés dans un déni en déclarant qu'un autre garçon de 20 ans est le père de cet enfant, alors que c'est faux, qu'il ne l'est pas. Donc ils ont quand même conscience, tous les deux, que ce qu'ils ont fait est tout à fait hors norme. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'elle a totalement oublié, et que c'est pour ça qu'elle est venue vous voir. Oui, je pense aussi. Vous savez, je suis contente de parler avec vous, parce que je vous avoue que j'étais complètement perdue. Ah bah oui, j'imagine, parce que là... Moi, quand ça m'est tombé dessus, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte à 15 ans, j'ai dit, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que je lui ai demandé, c'est si elle avait été violée. Oui, bien sûr. C'est la première chose que je lui ai demandé. Oui, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, pas du tout. J'ai fait ça par amour. J'ai dit, c'est bien. Alors, et ce garçon, est-ce que je le connais? Oui, tu le connais très, très bien. D'accord. Et est-ce que tu peux au moins me dire son prénom? Oui, c'est mon frère. Ah! Oui. Mon Dieu. Alors là, je crois que le ciel m'est tombé sur la tête. Oui, j'allais dire, le sol s'est ouvert sous vos pieds. Ah oui, je vous assure. Là, elle me dit...
Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Oui, mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle est venue quand même à la recherche de votre avis. Qu'est-ce que t'en penses? Comme si finalement restait quand même un doute pour elle. Je pense qu'elle attendait, elle attendait quelque chose de positif de moi. Oui, oui. Voilà. Moi, je crois que c'est ça, peut-être. Oui, mais ça veut dire qu'elle a conscience qu'elle est dans une situation hors norme et peut-être qu'effectivement, elle cherchait à être rassurée par vous. Une situation anormale. Oui, pour pouvoir entendre que, bah non, ça arrive, oui, parce etc. Que, vous savez, vous connaissez pas ses parents, hein, parce qu'alors ses parents, attention. Hein. Comment ils sont, ses parents? Ouf. Ce sont des gens qui sont d'une rigueur. Ouais. Pas d'amour, pas de tendresse, pas de câlin. C'était surtout vers moi qui venaient. Vous voyez, ces petits. Ouais. Enfin, ces petits, pour moi, c'était des gamins. Hein. Et c'est, si vous voulez, l'amour que leurs parents ne leur a pas donné, moi, je leur ai donné une certaine affection. Parce que je sentais que ça leur manquait. Ce sont des parents qui sont très rigides, très, très carrés. Vous savez, un peu comme à l'armée. Enfin, ce ne sont pas des militaires, mais vous voyez, un peu comme à l'armée, quoi. Hein, c'est des cases. Voilà. Vous voyez, ça dit aussi que ce qui a pu nourrir la confusion, c'est que l'amour et l'affection qu'ils ont trouvé, c'est finalement en se le donnant mutuellement. Moi, je crois que c'est ça, oui. Vous voyez, plus je parle avec vous et plus je prends conscience de ce que vous me dites. Oui. Parce que jusqu'à présent... Oui, parce que finalement, j'imagine que, comme vous disiez, ils étaient très fusionnels, donc c'était comme si je pouvais que compter sur lui et je ne pouvais que compter sur elle. De tout petit, vous savez, ils avaient à peine 5 ans d'écart, hein, mais c'est lui qui lui donnait le biberon. Oui. Oui, donc il y a quelque chose de très confus pour lui aussi. Vous voyez, et en fait, dans la vie et dans notre croissance psychique, petit à petit, on construit l'idée que notre objet d'amour se trouvera à l'extérieur. Hein, tous les enfants au départ veulent celui de l'intérieur en voulant épouser maman ou papa, et ensuite se confrontent à un interdit et à une impossibilité qui est un tabou universel et sont sommés, parfois à grand regret, d'aller le chercher à l'extérieur. D'ailleurs, il y en a qui vont essayer de retrouver la copie pour essayer justement d'un peu de joindre les deux bouts. Là, on voit bien qu'au travers de leur éducation, il y a des étapes psychiques qui ne se sont pas faites, comme celle de l'impossibilité de trouver cet amour-là, celui qui est aussi charnel à l'intérieur de son foyer. Finalement, c'est un peu comme si tous les deux, livrés à eux-mêmes, avaient finalement trouvé tout à l'intérieur de leur duo. Oui, ils se sont construits un monde. Oui. Et je pense que c'est là où les professionnels vont être intéressants, c'est que c'est exactement ça qu'ils vont lui apprendre à dissocier. Oui, mais alors après, qu'est-ce que ça va devenir ? Alors, mais c'est le travail de l'accompagnement, c'est-à-dire d'intégrer. Voilà, c'est le travail justement des psychologues professionnels, c'est qu'elle intègre, qu'elle puisse accepter ce bébé. Hein, qu'elle ne puisse ne pas le rejeter ou le détester, donc qu'elle puisse l'accepter, que finalement ce qui s'est produit soit pensable, qu'elle puisse le penser et donc d'une certaine manière compréhensible pour qu'elle puisse l'intégrer ensuite dans sa vie. Oui, donc ça va être leur travail. C'est absolument pas perdu d'avance, hein, Natacha, pas du tout. Il y a énormément d'enfants parce que je pense qu'on est encore un peu un enfant à 15 ans, qui démarrent leur vie dans des conditions psychiques, de construction psychique extrêmement difficiles ou un peu brinque-ballantes. Et c'est pas pour autant que petit à petit, ils n'arrivent pas à reconstruire, à poser, à stabiliser en fait les choses et à comprendre ce qui s'est passé. Ça sera le travail de l'accompagnement qui sera nécessaire, et c'est pour ça que c'est bien les associations, parce que dans une association, vous êtes entourés, vous êtes accueillis. Il y a aussi des groupes de parole avec des gens qui ont vécu exactement la même chose. Oui, voilà, exactement. Et des gens qui ont vécu la même chose, pardon. Donc je pense que là, en étant entourée, elle va comprendre qu'en dehors de son frère, il y a des gens pour elle.
Ce qu'elle n'a pas connu jusqu'à présent. Ah mais non, pas du tout. Hein. Et je pense que ça va être une étape importante qui va aussi l'aider, c'est de comprendre que son frère n'est pas l'alpha et l'oméga dans sa vie affective. Mais oui, je comprends bien, mais jusqu'à présent, c'était le cas. Bah oui, mais c'est d'ailleurs pour ça que finalement, ces deux-là sont restés complètement englués finalement l'un dans l'autre, quoi, sans pouvoir se construire à l'extérieur. Et très certainement avec cette peur souvent que se construire à l'extérieur, c'est abandonner l'autre. Vous voyez, il y a une culpabilité en disant oui, mais moi, si j'aime quelqu'un et si j'ai une copine à l'extérieur ou si j'ai un copain, alors je l'abandonne. Il ou elle reste tout seul. Oh là là, mon Dieu, quelle vie vont avoir ces deux jeunes. Non, parce que je me dis... Natacha, rien n'est écrit. Dans le meilleur comme dans le pire des cas, rien n'est jamais écrit. Pour l'instant, il faut, je pense, fonctionner de manière très pragmatique et un peu au jour le jour. Il faut passer le relais à des professionnels. Et je voulais vous demander, est-ce que je dois les réunir tous les deux pour leur parler de ça ? De cette association, ou est-ce qu'il faut que je lui parle d'abord à elle? Alors, c'est elle qui est venue. Vous voyez, c'est elle qui est venue, c'est elle qui a pleuré, c'est elle qui ressent une angoisse sur son futur. Vraisemblablement, il y a quand même quelque chose, et c'est une bonne chose qui résonne en elle pour se dire qu'il y a quelque chose là qui va pas, quoi, vous voyez. Et donc, je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Elle attendait de vous que vous puissiez lui dire si, tout va bien. Et c'est pas ce que vous lui avez dit. Ah et donc, mais donc, du coup, elle reste avec cette idée qui est une idée juste. Et à mon avis, l'idée qui pourrait justement faire qu'elle accepte d'être accompagnée par des gens. Et c'est des gens qui ne jugeront pas, c'est pas des gens qui vont mettre son frère en dehors de tout. Hein. Parce que de toute façon, elle acceptera pas. Hein. Ça va être toute la difficulté, ça va être justement de l'amener vers eux, et eux, ils feront le travail ensuite, Natacha. Ça sera plus à vous. Écoutez. Eh bien, je vous remercie. Donc, écrivez-leur l'histoire exactement telle que vous me l'avez décrite, en disant, effectivement, j'attends vos conseils, j'attends que quelqu'un de chez vous me contacte, j'attends que vous veniez m'aider. Oui, voilà, c'est ça. Eh bien, je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie. Ouf, je vous assure, je suis soulagée. Hein, parce que je vous en prie. Là, j'étais complètement perdue. Hein. Je peux comprendre. C'est dur, hein. Oui, c'est excessivement dur. Mais gardez en tous les cas en tête que son avenir n'est pas écrit parce qu'il s'est passé ça. Elle pourra avoir une très jolie vie. L'important, c'est d'être bien entourée. Moi, je fais énormément confiance aux associations parce que cet effet comme ça de groupe, c'est très enveloppant. Et je pense que c'est exactement ce qui va lui faire du bien. Oui, moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Ils arrivent tout en restant unis, à se séparer, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement vers quoi ils vont aller. Donc, vous inquiétez pas, Natacha. Bon, écoutez, je vais pouvoir dormir tranquille. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, Natacha. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous, votre émission de confidence et de partage en direct jusqu'à minuit. Et si vous désirez nous appeler, c'est le 01 69 39 10 11. Et c'est un appel non surtaxé. Et vous pouvez également vous exprimer sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous ou en nous envoyant un petit SMS au 64 900 en le commençant bien par les 3 lettres d'RTL et c'est 35 centimes par SMS. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir Cécilia. Bienvenue sur RTL. C'est très gentil à vous, merci de prendre mon appel. Ah, mais c'est très gentil à vous de m'appeler. Je vous ai écouté dernièrement et j'aimais bien votre raisonnement, votre façon de voir les choses. Merci. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas moi? Pas. Voilà, j'ai eu Caroline à ce sujet. Oui. Mais je reste toujours avec mon angoisse par rapport à mes enfants. Racontez-moi. En fait, j'ai eu un mari que j'ai connu à 17 ans, j'en ai 52 aujourd'hui. Oui. J'ai eu 2 enfants avec lui, ils ont 25 ans et 21 ans. Fille ou garçon? Garçon. D'accord. Et en fait, si vous voulez, j'ai connu mon mari à 17 ans. Oui.
J'ai vécu avec lui jusqu'à 35 ans. J'ai eu une rupture douloureuse, dans la mesure où j'ai vécu très très bien avec lui pendant jusqu'à l'arrivée de mon fils, du premier enfant. Oui. Mais il y avait des symptômes, en fait. Il y avait des choses qui se passaient, mais... Entre vous et lui? Oui, mais Oui. des choses, vraiment rien du tout, quoi. Pour moi, c'était rien. Il était irresponsable. Il se rappelait pas des choses comme quoi c'était important. Par exemple, l'échographie que je venais faire. Oui. C'était un gamin, quoi, un peu irresponsable. Il avait toujours été comme ça? Oui, D'accord. toujours. Il oubliait. Il était, mais très gentil. Alors, D'accord. adorable, hein. Oui. Adorable comme... mais on s'entendait très bien, etc. Ma grossesse s'est passée... j'ai eu du mal quand je l'ai su, en fait. Pourquoi? Et après, ça a été... Parce que j'ai eu un enfant à 25 ans, je le voulais à 30 ans. Donc D'accord. j'ai eu 3 jours de battement où j'étais assez surprise. Oui. Et ma grossesse s'est très bien passée. Oui. Sauf que j'ai fait une dépression post-partum. Oui. Qui a duré Alors combien de j'ignorais temps? totalement, qui a duré au moins 2 mois parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et dans ma famille, il n'y a jamais eu de dépression, en fait. Alors, quand Et il y a c'est 2 25 ans mois, de ça. on est plus sur ce qu'on appelle le baby blues, Chantal. Enfin, ça dépend de l'intensité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant? L'intensité, j'avais eu alors j'ai vécu un accouchement seul. Voilà, c'est Mon ça. mari n'était pas là. Ben oui, vous m'aviez commencé à me le décrire comme adorable mais irresponsable, donc je me demandais Il est comment il arrivé, vous les avait mains dans les accompagné. poches. Ouais. J'ai vécu l'enfer. Hmm. L'enfer, même au point que quand j'ai eu la perte des os chez moi, il y avait un ami à moi, un ami à lui, et je lui dis, il s'appelle Nikis, hein, je vous donne tous les prénoms, c'est pas aucune importance. Je lui dis, Nikis, je perds les os, puis son ami qui avait eu des enfants, il me dit, et alors, ça peut attendre. Je lui dis, mais t'es fou, il faut l'amener tout de suite à l'hôpital. Oui. Il était dans un autre monde. C'est maintenant avec le recul, si vous voulez. Oui. Donc j'étais à l'hôpital et ça a été très dur pour moi. J'ai vécu très seule cette premier accouchement. Oui, parce que du coup, il vous a pas accompagné. Non. Ah bon? Il m'a accompagné, si vous voulez, c'était le soir. Oui. Et j'ai accouché le lendemain à 9h du matin. D'accord. Donc lui, il était rentré chez vous entre-temps. Voilà. D'accord. Donc j'ai souffert énormément. C'était le premier accouchement. Oui. Et si vous voulez, même quand c'était les derniers temps, ils l'avaient appelé. Et ils m'ont dit, même les sages-femmes m'ont dit, mais attendez, il vient quand votre mari? On l'a appelé 2 fois. Oui. Oui, donc, vous avez dû vous sentir très très seule, effectivement. Pour oui, un premier mais enfant, moment... enfin même pour n'importe quel enfant, mais effectivement pour le premier, c'est pas comme ça qu'on imagine son accouchement. Déjà, et en plus de ça, il est arrivé main dans les poches, clope au bec, en gros, un touriste en fait. Donc ça a été compliqué pour moi cet accouchement, et je ne sais pas. Voilà, j'ai fait une dépression, je pleurais tout le temps, etc. Ouais. Mais je ne savais pas. Oui. Comme on n'avait pas ça chez nous, et que ma mère n'a jamais été dépressive et qu'il n'y avait jamais eu ce genre de choses, donc mon médecin généraliste s'est dit, mais t'inquiète pas, c'est baby blues, ça va passer. Mais plus le temps passait, plus j'étais angoissée, plus je pleurais, mais j'ai découvert un enfer. Ouais. Je ne savais vraiment pas comment faire. Ma famille était auprès de moi, alors je peux vous dire que je suis de confession juive, ça va revenir quand même sur la conversation. Oui. Et donc on n'avait pas eu tout ça, donc voilà. Et il s'occupait finalement de votre fils? Non, donc vous étiez à la fois dans une dépression profonde, à la fois fatiguée, à la fois effondrée, et avec le petit à vous occuper. Exactement. Ouais. J'avais ma famille qui était à côté de moi quand même, parce que ils s'inquiétaient pour moi, ils se demandaient qu'est-ce qui m'arrivait, quoi. Ouais. Donc si vous voulez, il a fallu quand même 2 mois pour qu'on me prenne en charge vraiment par un psychiatre. D'accord. Alors ça, c'est une très bonne idée. Qui vous a mis sur la piste? Écoutez, on a été à l'hôpital Saint-Antoine avec ma sœur. Ouais. Jusqu'à un moment, mon médecin généraliste lui a dit faut l'amener à l'hôpital, et l'hôpital nous a dirigés
vers un psychiatre. Ouais. Et c'est là où j'ai été pris en charge. Alors ça, je pense que c'est important aussi que les auditrices qui nous écoutent, et s'il y en a qui traversent ça, entendent ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'effectivement, c'est pour vous, ça a duré 2 mois. Il y a des gens pour qui ça dure beaucoup plus longtemps. Moi, j'ai une patiente, c'était 2 ans. Effectivement, à pleurer, 2 ans, à ne pas pouvoir, à ne pas pouvoir s'occuper du petit, etc. Oui, ouais. Et personne n'avait détecté une dépression, alors que avec un traitement adapté, tout rentre dans l'ordre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc mais moi, j'ignorais tout ça. Ben oui, non, il y a 25 ans, on ne parlait pas de... Il y a 25 ans. Quoi, même encore maintenant, hein, Chantal, malheureusement. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je voulais savoir comment vous aviez été vers cette... Ben oui, c'est très bien. Donc finalement, vous avez pris un traitement... Je m'en suis sortie. Oui. Qui m'a sauvée, en fait, en gros. Qui a pu me libérer de ces angoisses et je comprenais pas, en fait. Tout le monde me disait, mais ton bébé est super beau, il faisait 4 kilos, t'as un mari extraordinaire, mais qu'est-ce qui t'arrive, mais pourquoi tu pleures? C'est pire que tout, ça. Hein. De devoir être heureuse quand on l'est pas. Oui, exactement. Alors, mais c'était vraiment terrible, c'était ma première dépression, en fait. Et mais en fait, je me suis sentie très seule, en fait, parce qu'avec le recul, et j'ai vu un psychiatre, j'ai fait une thérapie. Oui. Et en fait, tout est revenu en surface, mais je me suis sentie très seule avec mon ex-mari. Oui, j'allais vous dire, vous étiez très seule, Chantal. J'étais très seule, malgré sa présence. Ah bah oui. C'est peut-être ça qui fait que c'est difficile à discerner vraiment. C'est qu'en fait, on a quelqu'un qui est toujours là, quoi, qui est sous le même toit, et du coup, voilà, c'est très difficile à discerner le fait qu'on est profondément seul, alors même qu'il y a quelqu'un à nos côtés. Oui, tout à fait. Mais moi, je connaissais pas ça dans ma famille. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'avais une famille, quand j'ai eu des parents extraordinaires, et on était 4. On vivait simplement, on était très aimés. Moi, j'ai été très aimée, j'étais la chouchoute, on n'a jamais eu de problème. Et je me donc très entourée. Très entourée. J'ai eu des parents extraordinaires. Mais j'ai commencé à connaître l'enfer avec mon ex-mari, en fait. Mais c'était insidieux. Donc, c'était pas flagrant, il n'y avait pas de problème d'alcool, de quoi que ce soit. Mais je me sentais très seule. C'est ça, j'allais vous dire, la solitude, vous savez que c'est une des choses qui nous fait le plus peur, à nous, êtres humains. D'ailleurs, beaucoup de gens boivent justement pour se débarrasser de cette angoisse de solitude. Donc, quand vous réalisez finalement que vous êtes pris par une angoisse, alors au départ, c'est diffus, on ne met pas le mot et l'étiquette solitude dessus, mais c'est effectivement très, très poisseux comme sentiment. Mais si vous voulez, moi, je le ressentais... Après, quand j'ai fait ma thérapie, quand j'ai mis les points sur les i avec mon psychiatre, je me suis aperçue que j'étais vraiment seule, en fait. C'était ce sentiment, je le ressentais pas tout de suite, en fait. Je l'ai pas ressenti pendant toutes ces années où j'étais avec lui. C'est plus tard, quand j'ai refait le film à l'envers, et je me sentais seule, en fait. J'arrivais pas à mettre des mots, en fait, dans tout ça, parce que je connaissais pas tout ça, en fait. Donc, j'ai eu mon fils, qui a donc 25 ans, qui s'appelle Harry, auquel, après ça s'est bien passé, on a voyagé avec mon ex-mari, tout allait plus ou moins bien. Toujours l'inconscience, les responsabilités, donc je mettais toujours ça, c'est un gamin, c'est pas très grave, mais il est très gentil, etc., etc. Et il avait toujours des échecs professionnels. Et ce qui est arrivé, en fait, qui a été notre rupture dramatique, quoi. Pour moi, je n'arrive toujours pas... Si, j'ai compris, mais ça a été compliqué. C'est que mon ex-mari, on avait monté une société ensemble, parce moi, j'étais licenciée, et puis lui devait monter quelque chose, et puis en fait, sa mère devait le monter avec lui. Et en fait, ça s'est pas fait. Et un jour, je lui ai dit, écoute, je le monte avec toi. Et on a monté une fabrication de robes habillées pour petites filles, vous savez, au sentier, pour des grossistes. Parce que lui était dans la partie avec sa mère, il faisait les garçons,
Il faisait les garçons pour les mariages, en gros. Oui. Et il manquait la fille. Il y avait un marché sur la fille, sur la petite fille pour les robes de cérémonie, en fait. Oui. Donc vous vous mettez à travailler ensemble. Voilà. Donc on monte cette société. Moi, j'étais dans l'informatique, donc rien à voir. Et on commence à deux. Il m'explique tout parce qu'il était dans la partie. Et ça a super bien démarré. Moi, je suis commerciale de base. Oui. J'ai compris très vite. Et nous avons monté cette société pendant 5 ans. Et nous avons réussi énormément de choses. Donc, c'était extraordinaire parce qu'on a monté cette société ensemble. Et alors, finalement, là, il était plus responsable, il prenait plus part, finalement... Au début. Au début, d'accord. À la fin, il se laissait un peu traîner. On marchait très très bien, donc il déléguait. On avait un gros, par exemple, admettons, je vous donne un exemple assez pervers. On avait plein de commandes. Lui, il était là. On avait 7 employés quand même. À un moment. Oui. Et j'avais pris un contrat extraordinaire avec énormément de ventes. Oui. Donc il fallait mettre dans les colis et tout. Mais je lui disais, mais Niki, tu fais quoi là? Il était dans le bureau en train de fumer sa clope, alors qu'il pouvait lui aussi mettre dans les cartons comme oui, moi. donner un coup de main. Exactement. Et il me regardait comme ça et puis il me disait, moi je travaille avec la tête. Je dis quoi? Il dit, moi je travaille avec la tête. Et il continuait à fumer sa clope. C'est pas mal remarqué comme remarque pour rien faire. Voilà. Vous voyez, les autres travaillent avec leurs mains et lui, effectivement, assis dans une chaise, il travaille avec la tête. En fait, il tourne en rond avec sa clope. Oui. Il était finalement... Bah oui, mais finalement, il était, j'allais presque dire, fidèle à lui-même, Chantal. Oui. Il était celui que vous aviez rencontré à 17 ans. Malgré un enfant, malgré une affaire qui fonctionne bien, il n'avait pas du tout mûri ou grandi, j'ai envie de dire. C'est terrible. Et un jour, on avait donc beaucoup d'argent, donc on avait quand même assez d'argent. Il avait acheté une Porsche. Je trouvais ça bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec une Porsche? Il s'habillait très bien, etc. Et on avait remarqué, j'avais une voisine qui habite au 2e étage, qui était mon amie, et qui me disait, ton mari te trompe. Je me dis, bah non, c'est pas possible. Nikis, mais non, c'est pas possible. Il allait au karaté, il faisait des choses extraordinaires qu'il faisait pas du tout. Il me mentait quand il arrivait en retard, etc. Et si vous voulez, comme j'avais des rapports sexuels avec lui, à l'époque, pour moi, un homme qui trompait sa femme, c'était un homme qui n'avait plus de rapport avec sa femme. Ouais. Donc, tant que vous aviez une vie sexuelle, pour vous, il n'était pas possible qu'il soit infidèle. Voilà. Donc, pour moi, peut-être que j'avais ça en tête. Et un jour, donc on revenait de Miami, c'était au mois d'octobre, on avait donc beaucoup de commandes, et il est parti 4 jours en Grèce. Donc je lui dis, mais attends, mais aucun rapport, pourquoi tu vas en Grèce? On vient de Miami, on a plein de commandes. Et il me dit, bah écoute, on s'engueule tellement que bon, moi j'ai besoin de partir un petit peu, 3 jours, partir en Grèce chez ma sœur. Il était d'origine grecque, hein. Donc français, mais d'origine grecque. Mais je lui dis, mais bon, moi, franchement, je vois pas le rapport, mais bon, vas-y si tu veux y aller, mais je comprends pas. Et je ne sais pas pourquoi, on a eu un rapport sexuel. Il m'est arrivé dans la nuit, on a eu un rapport sexuel dans la nuit. Il s'est endormi et il devait partir le lendemain. Et je ne sais pas pourquoi, automatiquement, après ce rapport, il a dormi, pas moi, et c'était pas du tout dans mes habitudes. Je suis passée j'ai été vers... je me suis assise, j'ai regardé dans son blouson, et j'ai trouvé préservatif, Viagra, et une convocation à l'aéroport avec une personne, une jeune femme, une femme. Oui. Alors là, je suis tombée sur... Oui, ça a dû être un choc. Surtout que vous aviez l'impression qu'en plus, cette vie sexuelle vous protégeait finalement de péripéties infidèles. Et là, juste après un rapport sexuel, vous découvrez qu'en fait, il a aussi une autre vie à l'extérieur du couple. Il était 3h du matin, imaginez-vous. Ça a été terrible. J'ai eu un choc.
Et j'ai appelé mon employé, donc je me suis pas endormie, bien sûr. Lui, il dormait. Et puis, quand je le regardais, moi, je suis très fort de caractère aussi. Je suis très déterminée. Et j'ai une grande gueule, quoi. Le lendemain matin, quoi, il dormait. Et puis, je le regardais, je me dis, demain, ça va être ta fête. Et en fait, je me suis pas dormie. J'ai appelé mon employé. Je lui ai demandé de venir me chercher. Et qu'on aille à l'aéroport, parce qu'il décollait à 2h de l'après-midi pour la Grèce. Et en fait, le matin, il accompagnait jamais mes enfants à la crèche ou à l'école, mais ce matin-là, il voulait y aller. Et en fait, j'étais un zombie. Hein. Je lui disais, mais bon, ça va pour toi, tu pars. Nous, on a plein de boulot. La roue tourne, je sais pas ce que je veux raconter. Et en fait, il a capté que j'avais capté, en fait. Donc, il a été regardé dans son portefeuille. Moi, j'ai pris, en fait, la facture qu'il avait. Et il a été voir dans son portefeuille, il l'avait plus. Donc, il a saisi que j'avais compris. J'avais vu son heure de vol et je ne suis pas partie au bureau. Il a fait que de m'appeler et je n'ai pas répondu. Et en fait, je me suis retrouvée à l'aéroport pour pouvoir voir de ma propre yeux qui était cette femme. Ouais. Oui, ou qu'est-ce qui se passait. C'est pas possible. Oui. Pour moi, c'était impossible. Et en fait, il l'a embarqué tout de suite, en fait. Moi, j'étais derrière le comptoir et il a embarqué seul, en fait. D'accord. Il essayait de m'appeler, mais moi, je répondais pas. Il a embarqué seul. Oui. Et cette fille que je connaissais pas a embarqué, parce que quand j'étais voir la personne de l'enregistrement, je lui dis, est-ce que cette personne est passée? Elle m'a dit oui, elle est passée à 12h36. Et lui, il regardait partout pour savoir si j'étais là, parce qu'il se doutait que j'étais là. Mais cette personne, je ne la connaissais pas, en fait. Donc, ils sont partis tous les deux à l'embarquement. Et là, en fait, après, j'ai demandé à la... Vous savez, au comptoir. Oui. Bon, après, j'ai joué mon cinéma. Hein, parce que ça, je savais le faire, mais j'ai tout contrôlé. Hein. Je lui dis, oui, bonjour, monsieur, à l'embarquement. Je lui dis, écoutez, oui, bonjour, monsieur, mon ex-mari, mon mari était avec une maîtresse dans votre vol. Vous pouvez lui dire de descendre. Alors, la personne en vrai qui me disait, mais non, madame, écoutez, il est majeur. Oui. On peut pas le faire descendre, etc. Et comme j'ai insisté lourdement, la police des frontières est venue. Et c'était à Charles de Gaulle. Hein. Il était 12h30 et je voulais absolument qu'il descende parce que... Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? En fait, déjà, ils l'ont appelé au 36. Quoi. Ils ont fait un appel général à Charles de Gaulle pour lui demander de descendre. Il n'a pas voulu descendre. D'accord. Je voulais lui dire, ça y est, t'es gaulé, tu descends. Et c'était il y a combien de temps, ça? Ça, il y a 15 ans. D'accord. En fait, je vous fais le tableau vite fait. Voilà, donc je vous dis ça. Et après, donc, la police des frontières, en fait, est venue me voir. Elle me dit, écoutez, madame, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué. Et il me dit, écoutez, on va aller le chercher, c'est pas dans nos habitudes, mais pas de scandale. Et au moment où ils ont été le chercher, en fait, il n'a pas voulu descendre. Et à ce moment-là, quand le policier m'a dit, écoutez, madame, il aurait pu descendre, mais il n'a pas voulu descendre. Ouais. Et il m'a dit qu'il était avec une femme, parce que tout le monde me disait qu'il était avec une jeune fille, qui était comme ça et tout ça. Ça a été l'enfer. Voilà, ça a été une trahison totale. Je l'ai eu au téléphone, j'ai pleuré. Je lui ai dit, écoute, c'est terminé entre toi et moi. Descends. Il me dit non, je suis tout seul. Ouais. Il me mentait. Je suis tout seul. Je lui ai dit, mais attends, mais me raconte pas de bêtises. Je veux dire, bon, enfin bref, il me dit, je suis tout seul. Je descends pas. Et il est jamais descendu. Il est revenu 5 jours plus tard ou pas? Oui, en fait, voilà, c'était pour passer un moment. C'était pas du tout pour me... Et sauf que j'ai été trahie, quoi. Ouais. Parce qu'il est parti, quand même. Je lui ai dit que c'était terminé entre moi et lui, et que la société, c'était moi la gérante, donc il partait de la société, etc. Il est quand même parti avec cette étrangère qu'il connaissait pas, et moi, il m'a connu à 17 ans. Oui, oui, c'est une trahison, Ouais, une fondue, un foyer. Je hurlais dans l'aéroport. Oui. Je dis, mais descends, mais c'est pas possible. C'est pas toi qui descend. Il me disait, non, je descends pas. Oui, c'était incompréhensible. Mais vous savez comment j'ai pleuré? C'était terrible. Et en fait, l'avion est parti, en fait. Et bon, après, ça a été terminé pour moi. C'est-à-dire que ça y est, j'ai mis un trait, je me suis assise. Et à l'aéroport, j'ai demandé à mon employé de m'amener un Vitel. Et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Ouais. Donc j'ai annoncé à mes enfants, donc ce vendredi, que c'était terminé avec mes enfants. Ils avaient 8 ans et 4 ans.
Ça veut dire que quand il est rentré, Chantal, vous n'aviez absolument, oui, vous ne vouliez absolument pas discuter ou essayer de réparer quoi que ce soit. C'était impossible. Ouais. Ah non, mais c'était une transition tout ça. Je pleurais, je me disais mais c'est pas possible. Mais descends. Il me disait non, je descends pas. Donc vous vous êtes séparés il y a 15 ans. Je me suis séparée il y a 15 ans. Oui. Donc il a décidé de partir en Grèce. Oui. Pendant 2 mois après, quand il a vu qu'il n'avait pas la possibilité de revenir avec moi. Oui. Et il est parti avec cette jeune fille pendant 7 ans. D'accord. Il m'a laissé en plan avec les 2 enfants. Et il voyait ses enfants ou plus du tout? Alors, ses enfants partaient. Oui. Aux vacances? En vacances. Oui. Avec lui, mais il y avait toujours sa mère qui était à côté, donc il s'occupait des enfants. Toutes les vacances scolaires, ils étaient là-bas. Oui. Donc il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Et puis, il me donnait de l'argent, donc il n'y avait pas de souci. Après, ça s'est calmé. Et bon, il avait vécu 7 ans. Moi, en attendant, je suis toute seule avec les 2 enfants. Je me retrouve... Pendant ces 7 années-là, vous n'avez pas rencontré quelqu'un ou refait votre vie? Non. Non. Alors, j'avais des rencontres. Oui. Mais ça a été clair pour moi. La priorité, c'était mes enfants, parce qu'il n'y avait pas de père. Le père, il était à l'étranger. C'était l'éducation de mes enfants. Et mon ex-mari, c'était quelqu'un, c'était pas un père, quoi. D'accord, mais vous aviez aussi... toujours pas un père. Mais vous aviez aussi peut-être peur, Chantal, d'être trahie à nouveau. Ah non, pas forcément. Parce que c'est pas incompatible d'être amoureuse, d'être avec un homme, tout en s'occupant bien de ses enfants. Je suis d'accord. Mais si vous voulez, pour moi dans ma tête, voilà, et c'est pour ça que j'en souffre, comme le père était complètement absent et irresponsable et qui était absent physiquement, je me dis, si je loupe l'éducation de mes enfants, parce que mon fils il commençait à délirer, hein, le grand, à mal fréquenter des gens à 10 ans, 12 ans, ça a été compliqué pour moi de gérer lui, mon fils le grand. Oui. Donc je me suis dit, si je loupe ça, c'est fini pour moi. Et comme je suis passionnée, pour moi, c'était pas possible de gérer mes enfants, de leur apporter ce qu'il fallait, l'amour. Vous savez, attendez, Chantal, vous savez quoi? On va se quitter juste quelques minutes, juste le temps du flash info. Je suis pas trop longue. On va continuer après, et vous allez me raconter, vous allez me parler de vos angoisses. On se retrouve juste après le flash info. Bougez pas. Merci beaucoup. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct pour évoquer vos doutes, vos fragilités, vos déceptions ou vos joies. Alors n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11, comme l'a fait Chantal, avec qui nous étions en pleine discussion juste avant le Flash Info. Vous êtes toujours là, Chantal ? Oui, bien sûr. Bon. Bien sûr. Alors, donc, vous m'expliquiez que vous êtes séparée d'un homme depuis 15 ans maintenant, avec qui vous avez eu deux garçons, qui ne s'en occupe pas beaucoup, qui est assez irresponsable, mais adorable, disiez-vous. Et du coup, vous me parliez à la fois d'angoisse et à la fois du fait que ces garçons-là, vous les avez élevés toutes seules, quasiment. Oui, tout à fait, toute seule. Et donc voilà, vous m'avez posé la question que j'avais eu un homme, pourquoi j'avais pas refait ma vie en gros, parce que moi je considérais que, si vous voulez, comme je me sentais très seule et mon ex-mari n'était pas là, pour moi, si vous voulez, j'avais tranché très vite. Je me suis dit, j'ai des rencontres, je fais ma vie par-ci par-là, mais l'éducation de mes enfants, c'est moi qui la fera parce qu'il était absent, et que ça, je pouvais pas le déporter. C'est-à-dire que si mes enfants sont loupés, ça sera vraiment loupé. Moi, je pourrais refaire ma vie après avoir fait l'éducation de mes enfants. Mais est-ce que c'est ce que vous avez fait, Chantal ? Oui, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et aujourd'hui, j'en suis ravie. D'accord. Mes enfants vont bien. Oui. Ils sont grands. Il y en a un de 25 ans qui travaille. Celui-là de 21 ans travaille aussi. Donc pour moi, si vous voulez, c'est une mission accomplie, si vous voulez, par rapport à ça. Et quand vous dites refait votre vie, c'est-à-dire que vous vous êtes remis en couple avec quelqu'un ? Non, pas encore. Ah, donc quand vous avez dit « je referai ma vie quand ils seront grands, élevés, et que je pourrais penser à moi », ça ne s'est pas encore fait ? Non.
D'accord. Et pourquoi ça... Moi, c'est celui quand ils étaient petits, quoi. Je veux dire, quand ils étaient petits, j'ai tranché très vite. Je me suis dit, je referai pas ma vie quand j'allais mieux, parce que j'ai fait, donc, après une dépression, après encore. Hein. J'ai refait une dépression. Oui, mais maintenant qu'ils sont grands, qu'est-ce qui fait que... Ah oui. Ah, je peux la refaire, là, aujourd'hui, ma vie. Mais en fait, moi, je vous appelais par rapport à... C'est que mon ex-mari est revenu en France, après la crise de 2008. Ouais. Il a vécu chez moi. On a cohabité. D'accord, oui, donc ça allait mieux en termes de rapport. Ah oui, tout à fait. Ça allait beaucoup mieux. Donc il est revenu chez moi. Il avait tout dépensé, ce qu'il avait. Il avait construit quelque chose en Grèce. Il avait tout perdu. Donc il m'a dit, tu peux m'héberger pendant 6 mois et après je repartirai. Il est resté 4 ans. Chez vous ? Tout le temps, je le relançais. Oui. D'accord. Donc vous avez cohabité. Vous avez été colocataire pendant 4 années. Voilà, parce que pour moi, c'était c'était un faux truc, quoi. Je me suis trompée. C'est que je voulais rattraper le retard. Je voulais que mes enfants, éventuellement, voient leur père au quotidien. Oui. Mais en fait, ça a été une erreur, parce que il se comportait encore comme un enfant, du genre, il était sur l'ordinateur en train de danser sur des choses. Comme un copain. Incroyable. Comme un copain, quoi. C'était n'importe quoi. Mes enfants rigolaient de lui. D'accord. Et c'était terrible. Donc, à un moment, j'ai mis le holé. Je lui ai dit, écoute, maintenant, c'est terminé. Tu te débrouilles, tu t'en vas. Oui. Sauf que ma voisine d'en haut, qui était mon amie, qui se connaissait très bien, il ne pouvait pas la voir. Hein. Elle se séparait au même moment où je lui ai dit qu'il fallait qu'il parte absolument. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est collé avec elle. Et ils sont sortis ensemble. Et aujourd'hui, c'est devenu mon voisin. D'accord. Donc, il est au 2e étage et moi, je suis au 1er. Avec cette voisine copine. Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est un problème pour vous qu'il soit avec cette femme ou c'est un problème pour vous qu'il habite au-dessus ? Non, c'est un problème pour mes enfants. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que déjà, ça a été une catastrophe. Je veux dire, de savoir que mon ex-mari était avec ma voisine qui connaissait... C'est un lapsus intéressant que vous venez de faire, hein, Chantal. Pourquoi ? Parce que vous avez dit mon fils et vous êtes reprise en disant mon ex-mari. Et c'est effectivement, quand il a été chez vous pendant 4 ans, vous aviez 3 enfants. Exactement. Donc pourquoi c'est une catastrophe pour vos enfants ? Déjà, c'est pas normal. Je veux dire, ils le savent très bien. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, quoi ? Ils ne sont pas au courant qu'il est en couple avec cette femme ? Mais pourquoi il est en haut ? Parce qu'elle habite en haut. Oui. Et que cette femme l'entretient. Oui. Vous voyez ? Ils le savent très bien, mes enfants. D'accord, mais qu'est-ce qui les gêne ? Le fait qu'il n'ait pas été plus loin que l'étage au-dessus de chez vous pour se mettre en couple avec quelqu'un ? Oui. Oui, et que c'était ma voisine, ça faisait 20 ans qu'elle me connaissait, et que jamais ils auraient pensé qu'il allait partir avec cette femme, qui était ma copine et qui habite au 2e étage. Oui, mais Chantal, honnêtement, c'est pas la première fois qu'il vous surprend. Oui, tout à fait. Mais qui blesse mes enfants comme ça, pour moi, c'est très dur. Oui, mais ce que je comprends pas trop, c'est pourquoi ça les blesse finalement, parce que ils ont un père qui est pas très explorateur des alentours, donc finalement, il va toujours vers ce qui est le plus confortable pour lui. Et là, effectivement, il y avait non seulement un toit, mais aussi une femme qui se retrouvait disponible au moment où lui avait besoin d'un toit. Donc finalement, ça lui correspond bien. Il va quand même toujours au plus simple. Oui, mais qu'est-ce que ça fait par rapport à mes enfants aujourd'hui ? C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils pourraient aussi concevoir qu'effectivement, ils ont un père extrêmement immature. Bon, c'est comme ça, il est comme ça, il est très immature, et que effectivement, il va vers la facilité, il va vers ce qui est le plus commode et le plus confortable. C'est pas du tout quelqu'un qui met en branle des choses difficiles qui vont le challenger. Donc, encore une fois, c'est présenté devant lui une opportunité d'une facilité incroyable, et il n'a pas manqué de la saisir. Ça fait pas de lui une méchante personne, ou ça fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui va au plus facile, au plus simple.
Donc, Mais quelles conséquences ça peut avoir par rapport à mes enfants? J'ai peur qu'ils reproduisent la même chose. Ah. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon ex-mari a eu une tumeur à la vessie puisqu'il clope énormément. Oui. Il a été soigné quand il était chez moi. Oui. On lui a dit vous arrêtez de fumer, sinon vous allez avoir un cancer. Oui. Il l'a pas fait. Oui. Il s'est pas refait une consultation pour voir si tout allait bien. Oui. Ça fait 7 ans. Oui. Mon médecin m'a dit s'il n'arrête pas de fumer, Chantal, il va mourir. Oui. Il n'en a rien à foutre. Je pleurais. Je lui dis écoute, tu vas faire du mal à mes enfants. Tu vas avoir un cancer, Nikis. Arrête. Il ne le fait pas. Oui, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose d'assez... D'abord, il est très passif. Donc, c'est difficile de mettre en mouvement quelqu'un qui est dans une telle passivité. Puis, vous savez, très souvent, on dit que les gens qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas être responsables, qui sont très immatures, on peut relier ça à une angoisse de mort assez diffuse, comme si on défiait un peu le vieillissement, vous voyez. Et au bout du vieillissement, c'est la mort. Donc, on défie un peu ça. Et là, je pense qu'au travers de son cancer, c'est à nouveau ce qu'il fait. Une partie de lui est en train de défier la maladie et éventuellement une mort au bout, parce qu'il y a quelque chose chez lui qui est sûrement qui est pas du tout, comment dire, conscient. Voilà, c'est pas conscient, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui défie comme ça le vieillissement, la mort. Et par rapport à votre question sur vos enfants, non, les enfants ne plaquent pas leur comportement automatiquement sur un père parce qu'ils sont des garçons. D'abord, on peut s'identifier aussi à sa mère. Vous avez des garçons, des hommes qui vous disent que je sais pas, j'ai la ténacité de ma mère, mais pas de mon père parce qu'il n'était pas tenace. Donc, on peut s'identifier à sa mère si on trouve que le modèle nous sert plus, nous est plus favorable. Donc, ils ont le choix entre deux adultes très différents. Donc, ça leur permet effectivement de prendre un peu comme on pioche, ce qui les intéresse chez lui et ce qui les intéresse chez vous. Donc, ça aussi, c'est pas très conscient, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Et puis, de toute façon... on se construit tout le temps, j'allais dire, pour ou contre ses parents. C'est-à-dire que ça sert d'appui. Et soit on reste appuyé parce que le modèle nous convient, soit on s'en écarte parce que le modèle nous convient pas. Mais on ne se réplique pas. Et sûrement pas, on ne se réplique pas auprès d'un parent qu'on juge un peu décalé finalement par rapport aux autres. Vous voyez, parce que surtout quand on est jeune, on n'aime pas trop être décalé. C'est difficile d'être décalé. On est assez vite stigmatisé. C'est lourd à vivre de pas être comme les autres quand on est jeune. C'est d'ailleurs pour ça que les jeunes suivent souvent d'ailleurs les mêmes modes. C'est pour entrer dans un groupe et ne pas se différencier. Donc, je suis pas sûre que vos fils aient particulièrement envie de répliquer, en tous les cas, des comportements de votre ex-mari, qui sont pas valorisés ni valorisants. Oui. Donc ça, je pense que cette angoisse-là, si c'est vraiment cette angoisse-là... J'ai énormément de cette angoisse. Donc c'est pas une... Non, mais j'angoisse, mais j'ai de la peine pour mes enfants. Mais en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que avec la cigarette, il perd ses dents. Donc il n'a plus de dents devant, il a plus tant de trucs. Oui. Et il n'en a rien à faire. Ben oui, vous voyez, c'est ça, il défie... Mais mes enfants, quand ils regardent cet exemple-là, c'est quoi cet exemple de père? Oui, ça, j'entends. Il n'y a rien à faire. Oui, mais Chantal, vous ne pouvez pas... Oui, mais vous ne pouvez pas le changer. Je pense que c'est pas tant une angoisse, c'est que vous avez beaucoup de mal à accepter le père que vous avez choisi, entre guillemets, pour vos enfants. C'est-à-dire que vous avez du mal à accepter le fait que c'est cet homme-là... Que je me suis trompée. Mais vous vous êtes pas trompée, Chantal. D'abord, il n'y a pas de père idéal. Il y a des pères qui conviennent et des pères qui conviennent pas. C'est plus juste de le dire comme ça. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a un père fantastique, qui a réussi, qui est formidable, que ça fait automatiquement des enfants qui ont fantastique. Voilà, ça marche pas comme ça. Si c'était aussi simple, croyez-moi que ça se saurait. Moi, je pense que vous avez beaucoup plus de mal à intégrer
et à accepter le fait que dans une représentation idéale, votre ex-mari ne colle pas là-dedans, quoi. Oui. Ben oui. Parce que ça a collé chez moi, dans ma famille. Ben voilà, c'est J'avais ça. un père exemplaire. Ben voilà, c'est que. J'avais une famille exemplaire. Ben, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y avait pas de. Mais il a reproduit la même chose que sa mère, en fait. Hein. Oui, sa mais mère a fait la même chose. ce que vous avez du mal finalement à intégrer, c'est ça, c'est que dans votre histoire, vous avez écrit une histoire différente de celle de vos parents, oui. Qui est moins jolie sur papier glacé d'après vous, et ça vous chagrine beaucoup. Est-ce que vous continuez est-ce que vous voyez quelqu'un pour en discuter, Chantal ? Non. Ben, je pense que là, ça serait l'occasion de refaire. Alors en psychanalyse, on dit refaire une tranche, une tranche. Mais ça veut dire je reviens parce que j'ai quelque chose d'autre à discuter avec vous, avec un thérapeute, et d'épurer en fait cette culpabilité que vous portez. Vous vous rendez responsable finalement d'avoir choisi un père qui ne convient pas. Donc je pense que ça serait bien d'épurer ça avec un thérapeute pour que vous puissiez finalement vous apaiser, et je pense que ça serait une bonne idée. Parce qu'en plus, si vous voulez, non mais ça c'est bon, moi c'est que si vous voulez, il risque la mort aujourd'hui. Oui, non mais je pense que c'est. Et j'ai peur que demain, je lui ai dit à ma voisine, je lui ai dit, son père est mort d'une crise cardiaque à cause de la cigarette, et c'est un accident du myocarde, et il le risque aussi. Donc demain, mais Chantal, et si demain il lui arrive quelque chose, il va faire de la peine à mes enfants. Mais vous n'avez pas le contrôle sur la façon dont il gère sa vie et sa santé. Donc finalement, vous vous faites beaucoup de mal à essayer de l'avoir. Mais les conséquences, j'ai peur des conséquences par rapport à mes enfants. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, ce que vous devez accepter, c'est pour ça que je pense que dérouler ça avec quelqu'un, ça pourrait être intéressant, et pas pendant des siècles, ça peut être pendant quelques mois. Dérouler ça, c'est que vous devez apprendre à accepter que vous n'avez pas le contrôle sur ce qu'il veut faire de sa vie. Mais moi, en fait, si vous voulez, j'ai peur de répercussions par rapport à mes enfants. Que demain, oui, mais pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Il n'est pas mort. Pour l'instant, effectivement, plus vous l'accepterez vous, et plus vous pourrez l'expliquer à vos enfants. Ah, mais mes enfants, si vous voulez, moi, par exemple, quand je m'engueule un petit peu avec mon fils Dory, je lui fais, ah là là, on dirait ton père. Il me dit, arrête de me dire ça, je vais pas en entendre parler, ou me dis jamais ça. En plus, si vous voulez, plusieurs fois. Oui, mais ça, c'est pas parce que non, mais ça, c'est parce que c'est très désagréable quand on est jeune de se trouver finalement qu'on nous dise qu'on est le clone de quelqu'un, qu'on a envie justement d'être nous. Et c'est toute la démarche de la jeunesse, c'est qu'est-ce que je suis moi en dehors de mes parents ou du groupe. Donc c'est uniquement pour ça. Réfléchissez à ça, juste de pouvoir quelque temps rediscuter avec un thérapeute de ça, et d'intégrer finalement cette culpabilité. Je pense honnêtement que plus ce sera intégré, Chantal, et l'angoisse cédera derrière. D'accord ? D'accord. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci pour m'avoir écouté et pour votre éclairage. Je vous en prie. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle nuit, Chantal. Merci. Au revoir. De même. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous, votre moment d'échange et de partage. L'antenne d'RTL vous appartient jusqu'à minuit, donc une grosse demi-heure ensemble, au 09 69 39 10 11, et c'est un appel non surtaxé. Bonsoir Hervé. Alors nous avons perdu Hervé, donc on va essayer de le récupérer. On va le récupérer. On va remettre ça en place et on va le retrouver tout de suite. Hervé, toujours pas là. Bon. Hervé. Oui, Hervé. Excusez-moi. Ah, bonsoir Hervé. Oui, bonsoir Cécilia. Bonsoir et ravi de vous accueillir. J'ai eu peur qu'on vous ait perdu, Hervé, donc je suis contente. Non, parce que j'ai coupé un petit peu mon téléphone. Je me suis trompée un petit peu. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave, on vous a récupéré. Donc bienvenue et je vous écoute, Hervé. J'ai un petit peu peur de vous parler. Oh, non, je vais pas vous mordre, Hervé. Oh non, je vais vous aider.
Je vais vous aider. Quel âge avez-vous déjà? J'ai 54 ans, malheureusement. Ben oui. Malheureusement. Oh bah ça commence bien. Pourquoi malheureusement? Parce que je me sens un petit peu vieux, quoi, voilà. Ah bon? Qu'est-ce qui fait... Pourquoi vous vous sentez vieux? Je vous Parce dis ça que parce j'ai qu'on pas- on a à peu près le même âge, hein, tous les deux. Donc je voudrais je sais pas. Je sais Bah, moi pas. je vous le dis, donc je voudrais comprendre ce qui fait que vous vous sentez vieux. Parce que j'ai pas fait ma vie, voilà. Ah, parce que vous n'avez pas réalisé des choses que vous auriez aimé faire? Oui, un petit peu, oui. Oui. J'ai pas réalisé, si, j'ai réalisé, justement. Non, mais oui. C'est-à-dire que vous avez compris que finalement, vous n'aviez pas fait ce que vous aviez envie de faire ou vivre ce que vous aviez envie de vivre? Tout à fait, ouais. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce que vous aviez envie de vivre? Eh bien, une vie normale, on va dire, ouais. C'est-à-dire, c'est quoi une vie normale, Hervé? Parce que je suis homosexuel, et voilà. D'accord. C'est Bah. très dur. D'accord. Donc vous savez que être homosexuel, c'est normal. Non, c'est pas normal pour moi. D'accord. Alors expliquez-moi pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est rien passé de spécial, on va dire. Voici, il n'y a pas très longtemps, j'ai été victime d'une attaque. D'une attaque? Oui. Qui vous a attaqué? On va dire, je vous parle comme si je parlais à une amie, alors. Ah oui, oui. Ah, parlez-moi comme si vous parliez à une amie. Tout à fait, Hervé. Parce que moi, je l'ai dit un petit peu à des personnes qui habitent dans mon immeuble à côté. D'accord. Et puis, il y a des petits mecs qui m'ont attaqué, qui m'ont battu. Voilà. Et vous avez porté plainte? Non, Et pourquoi vous n'avez pas porté plainte, Hervé? parce que j'ai peur. D'accord. Vous avez des gens autour de vous? Vous êtes tout seul? Vous avez des amis? Il y a des... Comment? Non, j'ai très peu d'amis. Oui. Et puis, j'ai un petit peu peur de vivre ma vie comme elle est. Voilà. D'accord. Vous habitez depuis longtemps à cet endroit? Oh, oui, il y a longtemps. Donc vous n'avez pas envisagé de déménager ou d'aller dans un endroit? Non. Mais j'ai pas les moyens, et puis voilà. D'accord. Et donc, d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir en parler aux gens qui habitaient dans votre immeuble? Vous vous êtes dit quoi? Que vous aviez envie qu'on vous comprenne? Vous aviez besoin de partager ça avec quelqu'un? Oui, mais j'ai personne à qui en parler, quoi, voilà. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas tourné vers une association? Parce que je pense que les associations sont pas très bonnes, quoi. C'est-à-dire? J'ai fait une psychothérapie pendant 3 ans. D'accord. Et puis, ça m'a rien donné, et ça m'a rien amené, et voilà. Alors, ça dépend ce que vous en attendiez. Hervé, est-ce que vous cherchiez dans une psychothérapie? Qu'est-ce que vous vouliez vous vouliez discuter avec quelqu'un? Vous êtes allé voir quelqu'un parce que vous vous sentiez mal? Tout à fait, oui. Je me sentais mal, et puis je voulais en discuter avec quelqu'un, et puis voilà. Et par contre, j'ai fait une grosse faute, Oui. c'est que je me suis réfugié dans l'alcool. D'accord. Après l'attaque ou avant? Avant. Avant. À cause de quoi? On va reprendre au début, Hervé. Oui. Vous me dites, je suis homosexuel. Est-ce que vous avez toujours été homosexuel? Toujours. Oui. D'accord. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ça quand vous étiez plus jeune? Très mal. C'est-à-dire? Très mal, parce que j'ai jamais osé l'avouer à mes parents. D'accord. Et puis à ma famille, et puis à mes amis, et voilà. Donc, ils n'étaient pas au courant? Non, je sais pas. Voilà, c'est le problème, je sais En tous les cas, pas de votre part. Non, j'ai jamais essayé de leur dire, quoi. D'accord. Donc, vous avez fini des études, vous vous êtes mis à travailler? Oui. D'accord. Vous avez construit une vie en couple avec une femme ou pas? Non, j'ai jamais D'accord. construit une vie. Donc j'ai eu des amis femmes. D'accord, oui, mais vous n'avez pas construit une espèce de... Si, j'ai essayé un petit peu avec une femme, oui. D'accord. Bon, ça Mais n'a bon, pas fonctionné. Non. D'accord. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez fait?
Ben rien, ouais, rien. Vous non. êtes resté tout seul? Tout le temps, oui, tout le temps. D'accord. Ce qui vous bloquait, ce qui vous isolait, c'est que vous n'osiez pas dire aux gens, aux amis. Voilà, tout à fait, oui, j'ai que- compris le truc, oui, oui, oui. Ouais. J'ai jamais osé le dire. Mais qu'est-ce que vous imaginiez? Que les gens allaient vous repousser dès lors que vous leur diriez que vous diriez que vous étiez homosexuel? Oui, oui. C'était ce que vous imaginiez, c'était comment dire, vous fondiez ça sur des faits, c'est-à-dire vous aviez déjà entendu ces gens avoir des propos homophobes, ou c'était Oui. juste une Oui. croyance? Ah non, donc vous Oui. les aviez entendus tenir Oui. ces propos. Oui, oui, oui. D'accord. Et je vous assure, c'est très dur. Ben oui, bien sûr que c'est très dur. Parce que finalement, quand ils insultent les gens homosexuels, ils vous Oui. insultent aussi. Mais il n'y a que vous qui le savez à ce moment-là. Ben, je savais que je le suis. Et puis Oui, voilà. non, mais je veux dire, vous vous sentez insulté et vous vous dites jamais je pourrais dire à ces gens-là qui sont en train d'insulter des homosexuels que moi-même, c'est mon mais, orientation sexuelle. Excusez-moi, mais je vais vous dire, quand on dit je suis homo, Oui, et je me suis fait battre il n'y a pas longtemps. oui, oui. Vous avez une Donc, expérience. Oui. Oui, j'ai eu une expérience très dure. Voilà. Oui. Après, je pense aussi que c'est peut-être vous êtes très isolé, Hervé. Ah ben énormément. Bah voilà, donc finalement, je pense qu'effectivement, il y a des gens, malheureusement, il y a encore des gens se pointer devant eux et leur dire ça, bah effectivement, malheureusement, aussi terrible que ça puisse être, c'est prendre des risques. Et comme vous êtes très isolé, très certainement, effectivement, vous avez été chercher du réconfort auprès de gens auprès de qui il ne fallait pas s'approcher, quoi. Non, mais non, maintenant, j'ai plus à prendre des risques parce que j'ai plus personne à qui en parler. C'est pour ça, Hervé, que j'ai mentionné cette idée d'association, parce que vous me dites les associations, non. Mais pourtant, c'est quoi les associations? C'est des gens comme vous qui se regroupent entre eux pour s'entraider. Voilà Oui, ce que c'est. Oui, mais où j'habite, il n'y a personne. Hein. Vous habitez une petite ville Oui. et vous n'avez pas de moyens de locomotion Non. pour pas du tout. vous déplacer? Non. D'accord. Puis donc, je ne sais pas qui appeler, qui contacter, je ne sais pas. Ouais. Et vous travaillez? Ah ben maintenant, plus. Non, non. D'accord. Vous avez Internet, Oui. Hervé? Est-ce que vous avez déjà regardé sur Internet si vous pouviez? Il y a des groupes sur Internet, Oui, parce que j'ai tout le monde regardé, n'habite mais pas au bon, même endroit, effectivement, sur lesquels on peut s'inscrire et converser. Vous avez déjà regardé si vous pouviez trouver ça? Oui, mais bon, les personnes sont très loin, trop loin, on va dire. Oui, mais elles sont pas trop loin pour discuter avec vous. Oui, bon, discuter, on va dire, c'est un bien, on va dire oui, mais bon, ça me rapporte rien, moi. Ah, détrompez-vous. Parler, c'est déjà finalement parler avec quelqu'un, c'est déjà être beaucoup moins seul, Hervé. Avoir quelqu'un qui vous soutient, qui vous comprend, même s'il est à 500 km, c'est quand même, ça a quand même beaucoup de valeur dans un premier temps, parce que effectivement, si vous n'avez pas de gens à proximité directe que vous pouvez rencontrer en personne, j'allais dire, c'est mieux que rien. Parce que là, ce qui va de toute façon poser problème, c'est cet isolement. Vous me dites que vous avez commencé à boire. Oui. Alors, vous vous rendez compte que votre consommation dépasse finalement une consommation raisonnable? Non, c'est énorme. Oui, c'est énorme. D'accord. Oui, parce que j'en peux plus de la vie, et puis voilà. Mais oui, mais vous voyez, c'est exactement ce qu'on ressent quand on est seul. Et oui, je suis très seule, moi. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je pense que là, il faut vous rapprocher d'autres personnes et des personnes qui sauront vous accueillir. C'est malheureusement, c'est malheureusement, pas... oui, malheureusement, oui.
Oui, mais malheureusement, Hervé, ces gens-là, on les trouve pas comme ça dans la rue, c'est vrai. Des gens qui sont capables de nous écouter, de nous accueillir, il faut aller les chercher. Et c'est exactement ce que vous ne faites pas. Moi, je suis un on va dire procrastinateur, c'est ça le mot. Vous remettez au lendemain, oui, procrastinateur. Tout le temps, tout le temps. Oui. D'accord. Oui, mais est-ce que le fait de boire accentue pas non plus cette procrastination? Ah, bah si, je suis sûr. Oui. Même. Voilà. Je suis sûr. Je suis très conscient du fait de... Voilà. Oui. Donc pour l'instant, vous voyez, vous avez quand même élu un ami ou une amie, c'est l'alcool. Oui, mais c'est horrible. Oui, parce que l'alcool vous anesthésie. Il anesthésie la souffrance, anesthésie la douleur. Et puis, le temps où on est alcoolisé, on a moins conscience de sa solitude et de son isolement. Oui, parce que j'ai eu un docteur quand j'ai fait, on va dire, une drogue, je sais pas, un excès de médicaments, qui m'a hospitalisé. Oui. Et qui m'a dit, parce que je suis aide-soignant. D'accord. Donc vous travaillez? Non, je travaille plus maintenant, parce que j'ai eu des gros problèmes physiques. Oui. On va dire, je suis épileptique. D'accord. Et donc j'ai pris des malaises, et puis je me suis cassé les 2 bras. Ah oui. Voilà. Oui, vous êtes tombé? Oui, vraiment, oui. Et donc, j'ai eu des opérations pour les bras, et maintenant, je ne peux plus exercer mon métier. D'accord. Donc, vous êtes encore plus isolé? Eh ben voilà, oui. Vous m'avez dit que vous habitez dans cette ville depuis longtemps, ça veut dire que vous avez quand même connu des gens dans cette ville? Oui, j'étais à l'école et tout, oui. D'accord. Donc, ces gens-là, vous n'avez plus aucun contact avec eux? Non. Vous avez de la famille? Oui. Racontez-moi. Des frères, des sœurs? Bon, j'ai une sœur. Oui. Comment ça se passe avec elle? Très bien, on va dire, oui. Mais c'est avec mon beau-frère que ça se passe très bien. Bon, allez, c'est bon. D'accord. Ils habitent loin de chez vous? Oh, 150 km. Donc vous m'avez dit que vous ne pouvez pas vous déplacer. Eux se déplacent? Non. Quand ils veulent. Voilà. D'accord. Donc ils viennent ou ils viennent peu? Ils viennent très peu. D'accord. Elle est au courant, votre sœur, de ce que vous vivez, de cette solitude? Écoutez, je vais vous dire une chose. Donc, j'ai sa fille, ma nièce, qui lui a parlé de mon homosexualité. Elle m'en a jamais parlé. D'accord. Comment l'a su, votre nièce? Parce que je lui ai dit. D'accord. Comment a-t-elle accueilli ce que vous aviez dit? Je ne sais pas. En tous les cas, elle n'est pas partie en courant. Non, ma nièce n'est pas partie en courant. Voilà, donc on suppose qu'elle l'a accepté, qu'elle a accueilli ça. Ma nièce, oui. D'accord. Très bien. Donc ensuite, elle est venue le dire à sa mère, votre sœur. Oui. Et vous espériez quoi? Que votre sœur, finalement, ouvre une porte de dialogue pour en discuter avec vous? J'aimerais bien, mais bon, elle n'en parle jamais. D'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous, Hervé? Non, parce que je suis trop lâche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que je n'ose pas le dire et je n'ose pas en parler. De quoi vous avez peur? Du regard des personnes, et voilà. Oui, mais là, c'est votre sœur. Et en plus, elle est déjà au courant. Oui, et bien, ma sœur, elle est peut-être comme moi. On n'ose pas se parler des choses et puis elle ne veut pas le dire, voilà. Oui, mais elle est dans une situation un peu plus inconfortable que la vôtre. C'est-à-dire que comme elle voit que vous n'en parlez pas, peut-être que par pudeur, elle se dit, je ne vais pas, moi, aller lui en parler, parce que s'il ne m'en parle pas, c'est que vraisemblablement, il n'a pas envie d'avoir cette conversation avec moi. Donc elle a peut-être envie de respecter ce silence et vous voyez que là, on est au cœur d'un malentendu. C'est-à-dire que elle pense peut-être que c'est préserver finalement votre intimité que de ne pas s'immiscer en vous en parlant. Et vous
Au contraire, vous dites la même chose, je ne peux pas lui en parler parce que je suis pudique et que je n'oserais jamais aller vers elle de peur de son regard. Donc finalement, vous restez tous les deux statufiés dans une situation qui vous amène dans des grandes souffrances. Hervé, vous avez encore une sœur. Cette sœur, en plus, vous m'avez dit, ça se passe très bien avec mon beau-frère. Non, ça se passe pas très bien avec mon beau-frère. Ah, pas très bien, d'accord. Non. Lui, c'est un homophobe et puis il comprend rien à tout. Hein. Voilà. Oui, mais vous pouvez voir votre sœur toute seule, c'est votre sœur. Vous avez eu de bons rapports pendant toutes ces années avec elle? Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, donc il n'y a pas de raison que votre sœur décide de vous tourner le dos parce que vous lui dites, qu'il y a quelque chose qui vous pèse, que c'est lourd à porter, que vous êtes très gêné. Vous pouvez aussi lui dire que vous avez très peur de son jugement et que c'est pour ça que vous avez gardé le silence toutes ces années, mais que vous êtes très malheureux, Hervé. Ah ben, très malheureux, oui, c'est vrai. Ben oui, mais je pense vraiment qu'il faut qu'elle l'entende. Et vous, il faut que vous puissiez entendre que vous n'êtes pas seul. Mais je vous assure, c'est très dur de dire à quelqu'un « je suis homo ». Voilà. Je sais que c'est dur, mais là, c'est une question de survie, Hervé. Ah ben oui, carrément. Ben oui. Parce que moi, bientôt, voilà. Voilà, mais c'est normal parce que plus on s'isole et moins on a goût à la vie. Notre vie prend du goût, on s'en rend compte peut-être même quand on est très âgé, au seuil de la mort. Notre vie a du goût parce qu'on est en relation avec les autres, pas parce qu'on a de l'argent, pas parce qu'on a réussi. In fine, quand on part, ce qu'on emmène avec nous, c'est ce qu'on a vécu avec les autres. Donc plus vous allez vous couper des autres, et moins vous allez vous sentir vivant. Ah ben alors là, je me sens carrément pas vivant maintenant. Mais c'est pour ça que là, vous me dites qu'il n'y a plus personne. C'est-à-dire que vous n'avez plus de... Je reprends un message dans les SMS. Il y a quelqu'un qui me demande si vous voyez encore vos collègues de travail. Non. Non plus. Donc la seule personne que vous avez aujourd'hui autour de vous et qui vous veut du bien, c'est votre sœur. Mais je ne sais pas si elle me veut du bien. Voilà, c'est ça le problème. Mais vous me dites que vous vous entendez bien. Oui, on s'entend bien, mais je n'ai jamais dit que j'étais homo. Voilà. Oui, mais vous pensez que vous vous entendez bien. Est-ce que... En même temps... Excusez-moi, je vous embête. Mais non, pas du tout, pas du tout. Je vais vous faire un raisonnement différent, vous allez voir. Votre sœur, elle s'est bien rendue compte que vous étiez tout seul. Oui, elle s'est bien rendue compte que vous n'aviez pas fait couple avec une femme. Si, je l'ai fait. Oui, mais que ça n'a pas duré. Non. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que vous vivez seul, Hervé? Oh là là, ça fait plus de 10 ans. D'accord. Donc, il est quand même, envisageable, disons-le comme ça, que peut-être ce que lui a annoncé sa fille, donc votre nièce, ne l'a pas énormément étonné. Mais pas du tout. D'accord. C'est pas pour autant qu'elle vous a tourné le dos. Non, elle ne m'a pas tourné le dos, mais je ne sais pas si elle l'a su. Et je ne sais pas si ma nièce, elle lui a dit. D'accord. En même temps, même si sa fille lui a pas dit, je vous ai demandé si votre famille savait, vous m'avez dit je ne sais pas. Donc vous vous dites quoi? Peut-être qu'il s'en doute? Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en tous les cas dans l'idée, il n'est pas absolument évident pour eux que vous êtes hétérosexuel. Il reste un doute, reste l'idée que peut-être votre orientation sexuelle est différente. Donc c'est possible que votre sœur ait quand même, en tous les cas, je vais le dire plus simplement, Hervé, il est quand même fort probable qu'elle ne tombe pas de sa chaise. Je ne sais pas. Oui. Moi, j'ai idée, voilà, que je pense qu'elle ne tombera pas de sa chaise. Après, je pense que là, vous n'êtes plus en position de garder ça juste pour vous. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'aller le dire à tout le monde ou avec des gens qui pourraient être malveillants à votre égard et vous faire du mal. Mais là, vous avez quelqu'un...
j'allais dire, vous n'avez qu'elle. Ou alors, ensuite, effectivement, vous avez le choix, mais que vous n'avez pas fait et que vous avez l'air un peu réticent à faire, c'est d'aller en discuter sur des groupes dédiés sur Internet, des gens qui vont accueillir votre parole. Oui, d'accord. À ces gens-là, je peux vous assurer, Hervé, qu'ils ne vont pas vous juger. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Oui, mais alors, quel groupe et puis où aller? Voilà. Parce que j'habite dans une petite ville. Mais vous naviguez sur Internet, ça c'est possible. Bien sûr, oui. D'accord. Bah, ça c'est déjà... là, on tient quelque chose, Hervé, parce que Internet, c'est quand même une manière d'être en contact avec des gens, même quand on est très isolé. Donc, vous savez quoi? Vous laisserez votre adresse email à Sarah, et moi, je regarderai pour vous. D'accord? Et je vous écrirai sur votre adresse email pour vous dire, voilà, j'ai trouvé tel groupe, tel groupe, tel groupe. Et puis, vous pouvez vous inscrire et discuter avec eux. D'accord. Parce que ces gens-là, honnêtement, ces gens-là vont vous faire très vite comprendre que vous êtes le bienvenu. Que vous n'avez rien à craindre. Et je sais que la vie est très dure. La vie est très dure quand on est seul, Hervé. Oui, mais je suis très seule. Ben, c'est pour ça que je pense que là, l'idée fondamentale, avant toute autre chose, c'est d'entrer en contact avec d'autres êtres humains et des êtres humains qui vont vous accueillir avec bienveillance. Et il y en a. Il y en a beaucoup. Je suis d'accord avec vous, il faut les trouver, c'est pour ça que je chercherai et je vous les enverrai, mais il y en a. Ben, j'espère, mais je ne sais pas maintenant. Mais si moi je vous trouve les groupes, Hervé, vous essaierez de leur écrire. On est d'accord? Bien sûr. D'accord. Donc moi je fais ma part du boulot et vous ferez la vôtre. Ah ben oui, carrément oui. D'accord. Oui. Alors j'ai un message Facebook et ça c'est une idée très intéressante de Wena. J'espère que je le dis bien, qui dit « Hervé pourrait-il écrire à sa sœur s'il n'arrive pas à lui dire de vive voix ?» Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui vous en empêche? Elle n'a pas d'adresse Internet et puis moi, j'ose pas l'appeler. Ça, d'accord, mais à part Internet, vous pouvez envoyer avec la bonne vieille méthode. Une lettre, une enveloppe, un timbre. Ah ben carrément, oui, d'accord. Ah ben vous vous souvenez, vous voyez, je vous ai dit qu'on avait presque le même âge. Moi, je me souviens d'un temps où les emails n'existaient pas et on envoyait des courriers. Oh là là, mais moi aussi. Donc, on peut revenir à nos fondamentaux, Hervé. Vous pouvez effectivement... alors, je trouve que cette idée de Wena est excellente parce qu'en plus, vous pouvez faire 50 brouillons, tous les jeter et choisir ensuite la formulation et la manière dont vous voulez le dire, la plus correcte pour vous. Puis vous savez quoi? Elle reçoit la lettre, soit elle vous appelle dans la foulée, soit pas. Mais enfin, ensuite, voilà, vous serez délesté d'un poids. Et puis aussi, on ne soupçonne pas, Hervé, le pouvoir d'écrire quelque chose, alors même qu'il y a des gens qui n'envoient pas la lettre, figurez-vous. Moi, j'ai des gens, ils ont écrit des lettres. Voilà. Ils l'ont pas envoyé. Ouais, mais ils se sont sentis beaucoup mieux parce que c'était sorti d'eux. Et c'était couché sur un papier. Et c'est pour ça que ça me fait très peur. Je sais. Mais ça, c'est quand même une idée, une excellente idée. C'est une idée sur laquelle il faut réfléchir. C'est une idée à tenter quand même. Et je vous assure que c'est pour ça que j'ai été battue il n'y a pas très longtemps. Et puis... ben oui, parce que vous avez il faut dire voilà, je suis comme je suis et voilà. Oui, mais parce que mais je suis d'accord avec vous, vous avez désespérément besoin que quelqu'un vous entende. Après, effectivement, malheureusement, c'est dans ce monde-là qu'on vit, il faut choisir l'interlocuteur. Et là, le monde est horrible. Vous savez quoi, Hervé? On va marquer une toute petite pause et on se retrouve... Non, excusez-moi. Non, parce que... laissez-moi finir ma phrase. On se retrouve dans une poignée de secondes, donc je vous retrouve juste après. D'accord? Merci. À tout de suite. C'est elle avec Été 90 et c'est un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2021. 40 tubes réunis sur 2 CD, la bande-son idéale de votre été. Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
Soyez les bienvenus sur RTL, vous écoutez Parlons-nous, votre émission de confidence et de partage en direct jusqu'à minuit, donc il nous reste un peu moins de 10 minutes ensemble. Et si vous aussi vous souhaitez laisser un commentaire ou faire un témoignage, donner un conseil à Hervé par exemple, avec qui on est en ligne et qu'on va rejoindre, n'hésitez pas par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Pardon. Hervé ? Oui. Voilà, et ben vous voyez, je vous avais dit que je vous retrouverai tout de suite. Alors oui, Hervé, j'ai de bonnes nouvelles, comme quoi on était sur une piste, sur les groupes. J'ai Marie-Josée qui nous dit d'abord bon courage Hervé, surtout ne lâchez rien. La lumière est au bout du tunnel, courage. Oh là, oui. Et je pense vraiment, d'abord vous voyez comme les auditeurs sont bienveillants. Et vous encourage surtout à garder la tête hors de l'eau. Et vous avez Marie qui vous donne... vous avez un papier, un crayon, Hervé ? Pardon ? Vous avez un papier, un crayon, sinon je vous le donnerai demain. Vous laisserez... Oui. D'accord. Alors, qui nous donne une adresse qui est www.sos-homophobie. Oh là, c'est horrible. Mais non, .org. Et là, c'est une association avec qui vous allez pouvoir parler, avec qui vous allez pouvoir échanger et dire d'abord, ce que vous m'avez dit, à savoir, je suis homosexuel, je ne peux le dire à personne, je suis très isolée à cause de ça, j'ai très très peur, etc. Donc vous allez avoir des gens qui vont vous accueillir à bras ouverts pour en discuter avec vous. Donc moi, j'en chercherai d'autres et j'essaierai de vous en donner d'autres. Il y a aussi une idée de Clotilde qui dit « Hervé peut aussi faire une thérapie par Skype ». C'est vrai que maintenant, il y a énormément de thérapeutes qui font des thérapies par vidéo. Et c'est pas parce que ça n'a pas bien fonctionné la première fois que ça ne fonctionnera pas si vous recommencez. Vous savez, dans les thérapies, il y a aussi, il y a aussi la personne du thérapeute, bien sûr. Il y a la manière dont on se sent accueilli. Il y a cette alliance thérapeutique. Et donc, parfois, ça se passe. Très mal. Très mal ou moyennement. Et puis, il y a des fois où ça se passe extrêmement bien parce que la personne avec qui vous êtes, vous vous sentez pleinement accepté comme vous êtes. Donc, ça peut être une piste quand même. Parce que vous savez, avec le Covid, moi, je m'en suis rendu compte avant ça. C'était... il y avait bien sûr des thérapeutes par vidéo, mais alors aujourd'hui, avec le télétravail, alors là, vous avez l'embarras du choix. Donc ça peut être une idée. Non, je pense pas. Non. Bon, alors on reste sur mon idée d'association. Donc déjà, vous avez ces gens avec qui parler sur SOS Homophobie, qui sont des gens pour parler. Vous vous rendez compte, je m'associe à une association qui me met en bannière comme je suis homosexuel. Mais non, justement. Ah non, alors attendez. SOS Homophobie, ça veut dire que c'est contre l'homophobie. Oui, mais je sais, je connais l'association, mais bon... Mais alors, qu'est-ce qui vous dérange ? C'est que je le suis. Voilà. Homosexuel ou homophobe ? Oui, homosexuel. Mais justement, c'est une association qui lutte contre les... Oui, mais moi, ce qui me gêne, c'est le regard des autres. Oui, mais alors là, pour le coup, déjà, vous n'aurez pas le regard des autres parce que ça sera sur Internet. De deux, ces gens-là, c'est leur métier d'accueillir les gens comme vous. C'est leur métier d'accueillir les gens qui sont rejetés ou qui se sentent rejetés. Ah je le suis rejeté. Et justement, ces gens-là sont là pour vous. Il y a en général une grosse partie qui sont des bénévoles. Donc ça veut dire que c'est vraiment avec bienveillance qu'ils font ça. Ils donnent de leur temps pour entretenir des liens avec des gens isolés et qui sont rejetés. Donc vous ne pouvez pas trouver d'interlocuteurs plus accueillants que ces gens-là, Hervé. Mais j'espère, mais bon. Parce que je vais vous expliquer. Quand on est isolé, c'est une spirale, d'accord ? C'est-à-dire plus on est isolé et plus on s'isole. Et on a très très peur de remettre le nez dehors et on commence à avoir peur des autres.
D'accord ? Oui, parce que du coup, on est écartés d'eux depuis trop longtemps et ça devient très difficile. Donc, plus vous allez rester isolé et moins vous allez adhérer à ce que je dis. C'est-à-dire que si je vous parle d'association ou de choses comme ça, ça va être de plus en plus compliqué. Vous allez de moins en moins vous dire que c'est une bonne idée. Alors, ça me fait peur. Bon, ben voilà, mais vous allez avoir plus vous allez être isolé, plus vous allez avoir peur. Donc, il faut absolument rompre ce cercle-là, Hervé. Alors, ça va vous demander. Je vous assure que c'est très dur. C'est très dur. Ça va vous demander un peu de courage au début. Je vous l'accorde. C'est-à-dire qu'il va falloir vous faire un tout petit peu violence pour dire bon ben allez, je vais aller contacter ces groupes. Bon ben allez, je vais taper le bonjour, je m'appelle Hervé, etc. Tout ça, ça va être difficile. Mais ça, en faisant ça, Hervé, vous entrez dans un cercle vertueux. Mais alors, vous vous rendez compte que je me suis donné à vous aujourd'hui. Oui. Et alors, j'ai peur maintenant que des personnes me reconnaissent. Et donc, me battent, ou on va dire... je sais pas comment dire... C'est pour ça qu'il faut absolument que vous entriez en contact avec d'autres gens. C'est ce que je vous explique, Hervé. Plus on est isolé, plus on a peur des autres. On devient terrorisé à l'idée d'être en contact avec d'autres humains. Il y a beaucoup d'humains extrêmement gentils et bienveillants. Donc c'est absolument essentiel que vous rompiez ce cercle vicieux dans lequel vous êtes entré avec l'alcool, qui devient finalement la seule relation que vous avez. Oui, voilà. Donc vous savez quoi ? Vous allez laisser votre adresse à Sarah, votre adresse email. Moi, je vais un peu creuser la question pour trouver d'autres groupes. Et donc, je vais faire ma part. Et puis, vous allez faire la vôtre. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai trouvé les groupes, vous entrez en contact avec eux. Ouais. Ça vous va ? D'accord. D'accord ? Et puis vous gardez l'idée d'écrire une lettre manuscrite à votre sœur, parce que ça c'est une très bonne idée aussi. Vous gardez ça dans un coin de votre tête. J'en ai peur. Bon alors, j'ai juste dit vous le gardez dans un coin de votre tête. D'accord ? Donc je suis obligée je suis obligée de terminer parce que je dois rendre l'antenne, mais je vous envoie un email demain ou après-demain et je fais ma part et vous faites votre part, Hervé. Merci D'accord ? beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci beaucoup, à vous aussi. Au revoir, Hervé. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez RTL, il est minuit. Et c'est le 24 d'info avec Mathilde Romagnan.